Donc, voilà. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Vincent Gosselin-Boucher, un stagiaire postdoctoral à l'Université de Colombie-Britannique. Vincent a fait son doctorat avec Kim Lavoie au département de psychologie de l'UQAM. Mais avant ça, j'ai appris qu'il est un pur produit UQAMien, donc il a fait toutes ses études universitaires à l'UQAM. Et il est présentement chargé de cours dans notre faculté, donc au département des sciences de l'activité physique, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Exact. Donc, je laisse Vincent se présenter un peu plus et commencer sa présentation. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Merci de me recevoir aujourd'hui au séminaire. Vraiment, donc aujourd'hui, brièvement, bon, je m'appelle Vincent. Comme ça a été dit, j'ai un produit UQAMien, donc un baccalauréat en psychologie ici à l'UQAM, une maîtrise en kinanthropologie au département des sciences d'activité physique par la suite, supervisé par Dr. Alain-Steve Comtois. Et par la suite, j'ai fait mon doctorat avec Dr. Kim Lavoie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter en fait la résultante de ce doctorat-là sur 5 ans. Donc, c'est quoi le développement d'un outil numérique pour évaluer les compétences en communication motivationnelle. Je vais essayer de tenter de définir certains thèmes, dont la communication motivationnelle et également tout notre processus de création, de développement. Vous allez voir, ça va mixer beaucoup la psychologie, la psychométrie, l'utilisation de numérique, l'expérience client, bref, plusieurs éléments qu'on a essayé de combiner à travers ce doctorat-là. Je pense que c'est un doctorat qui est multidisciplinaire, ce que j'ai fait, même si le titre est psychologie. Donc, sans plus tarder, je vais commencer la présentation. Donc, je vais commencer très loin avec vous. On va parler des maladies chroniques. Donc, les maladies chroniques, au niveau mondial, ça représente plus de 71% des décès. Donc, c'est un grand nombre de personnes qui vont être affectées par les maladies chroniques. Et de ces maladies chroniques-là, on voit que juste ici au Canada, sont affectées, entre autres, par des mauvais comportements de santé. Et ça, c'est près de 15 à 70 des Canadiens qui vont avoir des mauvais comportements de santé ou des saines habitudes de vie, que ce soit l'activité physique, que ce soit la mauvaise nutrition, le fait d'être inactif et la non-adhérence à la médication. Et ces facteurs-là, on peut voir qu'ils sont, entre autres, contrôlés par plusieurs autres facteurs, dont la connaissance et les croyances reliées à ces comportements de santé. Le niveau aussi de détresse émotionnelle du patient relié à ces comportements de santé ou même relié à la maladie chronique. On peut voir qu'il y a aussi les aptitudes comportementales, donc comment on peut être capable de gérer tout ça. Le soutien interpersonnel, donc c'est quoi les différents cercles autour de la personne qui va venir aider cette personne pour soutenir à travers, de un, les maladies chroniques, mais également les différents changements de comportement s'il y a lieu. Et finalement, il y en a un qui est très important et c'est sur celui-ci que je vais cibler ma présentation, c'est sur les professionnels de la santé. C'est des personnes, en fait, qui sont atteintes de maladies chroniques qui vont beaucoup faire de suivi par des médecins spécialistes à l'urgence ou dans un CIE, dans un CLSC, etc. Donc, c'est des personnes qui ont une interaction qui va être justement très, très important euh, pour ces patients-là. Et les procès de la santé, nous, on voulait voir, bien, qu'est-ce qu'il y en est au niveau des procès de santé? Quel impact peuvent-ils avoir sur les comportements de santé en lien avec les maladies chroniques? Et c'est un peu ce qu'on a voulu observer au début avant de se lancer dans ce projet de développement. Donc, une autre chose, c'est que maintenant, on parle de maladies chroniques, mais il y a également les maladies infectieuses. Donc, c'est une nouvelle composante qui prend de plus en plus de place à travers ce lien-là qu'on peut avoir avec les maladies, avec les comportements de santé. Donc, juste une petite parenthèse ici qu'il faut quand même prendre en compte que maintenant, les maladies infectieuses sont très importantes. Donc, la communication entre les médecins et son patient, ben, c'est quoi vraiment? Qu'est-ce qu'il y en est? On peut voir qu'il y a plusieurs médecins qui vont justement avoir une tendance à surestimer leurs compétences en matière de communication. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils se disent meilleurs que ce que peut percevoir le patient face à leurs compétences de communication. Mais là, après ça, c'est quoi les compétences de communication? Après ça, il y a aussi une tendance à éviter certains discours ou de discuter au niveau de l'impact émotionnel, sociaux que les différents problèmes de santé peuvent avoir sur la vie du patient.
Donc, on voit qu'il y a plusieurs limites qui peuvent être en lien avec les communications, mais également des barrières au niveau des compétences reliées avec comment discuter de ces composantes-là sociales, émotionnelles. Donc, il y a certaines études qui ont observé justement que la satisfaction des compétences en communication variait énormément. Donc, on voyait qu'il y a les patients qui disaient qu'ils étaient satisfaits à 20 comparativement aux médecins qui étaient satisfaits de leur communication à 75. Donc, on voit qu'il y a ce débalancement-là au niveau des compétences en communication. Ici, sans généraliser, c'est quand même une problématique qui est présente. Ici, c'est une étude qui date de 2005. On voit que c'est quand même toujours le cas et ça perdure dans le temps. Ça peut être en lien, entre autres, avec la formation. Donc, qu'est-ce qu'il y en a des cursus médicaux en lien au Canada? Parmi les 17 universités canadiennes, on voit que dans leur cursus, il y en a 3 qui vont avoir des cours plus ou moins 3 à 6 heures sur le counseling ou la communication entre un médecin et son patient. Donc, seulement 3 ont dans son cursus une formation en lien avec la communication et ces composantes-là de changement de comportement. Ici, on a ciblé, c'est une observation qui est non exhaustive, qui a été faite par une étudiante au doctorat au lab de MBMC, mais ça reste que c'est quelque chose qui est quand même très prenant, qui doit être modifié éventuellement. Donc, on voulait voir, mais qu'est-ce qu'il y en a vraiment des formations? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'on peut voir que c'est très présent puis il n'y a pas de problème puis tout le monde le suit finalement ou ce n'est pas le cas? Donc, on est allé voir qu'est-ce qu'il y en était au niveau des formations en communication chez les médecins. On a fait une revue systématique de la littérature pour voir que finalement, les formations enseignaient ou formaient sur des composantes qui étaient mal définies. On ne savait pas trop, c'était très général. On enseigne sur la communication générale. Et qu'est-ce qui était démontré par cette revue-là également, c'est qu'on n'était pas capable de faire le lien entre ce qui était enseigné et ce qui était évalué. Donc, les outils d'évaluation n'étaient pas convergents avec ce qui était enseigné. Donc, il n'y avait pas de lien entre les deux. Donc, c'est une problématique quand même très importante ici, parce que si on n'évalue pas ce qu'on enseigne, comment on peut évaluer la situation? Par la suite, dans cette même tangente-là, on a dit, bon, on va aller voir avec un Delphi international. Donc, ça, c'est un processus où, à l'aide d'itération, donc, on va créer, on va communiquer avec des experts dans un domaine pour définir, ici, c'était de définir quelles sont les meilleures ou les compétences nécessaires pour aider les patients à changer leur comportement. Donc, à travers un processus de 2 ans, désolé, on a une docteure, Dr Dragomir, qui a justement défini qu'est-ce qui en était avec, qu'est-ce qui était en fait la définition de la communication motivationnelle et ses 11 compétences qu'on a pu mettre sous le mnémonique Learn the Basics. Donc, c'était très accrocheur, on a trouvé tout ça. Donc, les composantes, c'est listening, l'écoute, l'empathie, l'acceptance, la tolérance, le respect, répondre à la résistance, le changement de discours, avoir des objectifs, donner de l'information et la collaboration. Ça, c'est des compétences qui sont positives. Et en vert, on peut voir des compétences qui sont négatives. Donc, ce qu'on ne veut pas que le médecin pratique ou fasse avec son patient. Donc, il y a le juger négativement, il y a l'hostilité, donc de répondre sec avec son patient et finalement être argumentatif. Donc, on a défini ce style de communication-là qui va promouvoir cette collaboration-là avec le patient et également qui sous-tend des théories, des modèles scientifiques liés aux sciences comportementales comme étant la communication motivationnelle. Et c'est ce qu'on a pu faire à travers ce Delphi international-là. Donc, on a pu voir que les formations étaient problématiques. On a pu identifier ce qui était les meilleures compétences pour justement la communication motivationnelle et ces 11 compétences. Et finalement, on a pu voir, mais qu'est-ce qu'il en était avec les outils existants pour évaluer l'entretien motivationnel en lien avec les communications, le changement de comportement. Malheureusement, ce qu'on a pu en tirer, et c'est ce qui s'est passé avec les nombreuses, la revue de la littérature, on a pu voir qu'il y avait des problèmes, mais ce qu'on a ressorti, c'est que ça doit être conceptualisé et développé sur des bases de modèles et théories. Parce que présentement, ce qu'on a pu voir dans la littérature, c'est qu'il y avait très peu d'outils d'évaluation. Donc, sur les 45 outils d'évaluation qu'on avait repérés pour évaluer les compétences en communication, 45 outils, c'est énorme à utiliser avec les médecins. Là. On a pu voir qu'il y avait un problème au niveau des modèles et des théories sous-jacents.
ils étaient très peu utilisés ou c'était des modèles qui n'étaient pas vraiment connus ou pas en lien avec la communication. Finalement, les outils doivent être validés de manière appropriée. C'était souvent des outils qui n'étaient pas validés de manière avec des outils pour des populations ciblées ou des types d'analyses qui étaient appropriés pour évaluer les outils. Donc, il n'y avait pas les compétences, on n'avait pas l'utilisation de paramètres psychométriques pour évaluer qu'est-ce qu'en était au niveau de la validité interne, par exemple, critériés, etc. Finalement, ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il y avait une rigueur et une transparence au niveau de la présentation qui était vraiment problématique. On ne savait pas trop ce qui avait été fait. On n'avait pas non plus de données sur ce qui en était avec les propriétés psychométriques également des outils. Donc là, c'est vraiment cette promotion-là, qu'est-ce qui est nécessaire, c'est cette rigueur-là, cette transparence-là dans les études. Et finalement, et je pense que c'est le dernier, mais qui est vraiment excessivement important, c'est de lier les programmes de formation avec l'outil d'évaluation. Ces deux-là doivent être créés de pair, donc doivent être créés ensemble. Donc, c'est ce qu'on a pu repérer avec cet outil, cette revue de la littérature. Donc, si on passe de... Vincent, Oui. petite question, c'est quoi les propriétés psychométriques? Les propriétés psychométriques, c'était exemple, on a évalué la sensitivité, la validité interne, validité externe de l'outil, donc avec des corrélations d'alpha-Cronbach, tous ces éléments-là qui avaient les tests, tests-retests. Donc, il y avait aucun des outils vraiment avait donné ces valeurs-là ou très peu. Souvent, ce qu'on trouvait, c'était des tests-retests. Donc, il y avait quelques tests-retests qui étaient présents, mais et un peu de validité interne de l'outil avec des alphas de Crombat, par exemple, mais sinon, c'était très peu exprimé ou du moins montré. Et c'est une problématique ici qui était quand même très présente. Est-ce que c'est Euh, une métrique quantitative ou qualitative? C'était des métriques qui étaient quantitatives habituellement. Donc, ouais. Ok. Il y a quand même des métriques au niveau de la validité, par exemple, de contenu, d'apparence, qui sont des validités plus qualitatives. On en retrouvait très peu, mais là, ici, je parlais plus des métriques qui étaient quantitatives, qui étaient très peu présentes. Donc, des analyses factorielles, par exemple, pour déterminer les différents facteurs des outils, c'était pas présent, c'était très peu présent. Merci. Ça fait plaisir. Donc, pour faire un peu un résumé de tout ce qu'on a pu voir dans la littérature, puis ce qu'on a pu faire avec les différentes revues puis la création, on a commencé avec l'identification des différentes interventions, des différentes problématiques. On a suivi avec justement cette création-là de la communication motivationnelle. On a pu voir que les outils étaient problématiques. Et maintenant, pourquoi ici, on a développé et on a commencé à valider cet outil-là d'évaluation des compétences en communication motivationnelle, qu'on appelle des Motivational Communication Competency Assessment Test, des MC4. Et là, je vais vous montrer comment on a pu produire ça, ce fameux outil. Et vraiment, n'hésitez pas à poser des questions durant la présentation, peut-être à la fin, c'est comme vous voulez. Moi, je suis vraiment ouvert. L'objectif, c'est d'être que ce soit le plus clair pour tout le monde. Donc, l'objectif, je répète, c'est de développer et valider un outil d'évaluation. On a collaboré avec une compagnie qui s'appelle 42 Commit, qui est une compagnie de jeux sérieux qui fait du e-learning, entre autres, qui fait de la formation pour des entreprises, tout ça. Et eux nous ont permis d'avoir une plateforme en ligne pour pouvoir créer le jeu. Ça va s'en venir avec la création de la plateforme, mais ça reste que c'est une compagnie qui nous a aidés avec la manière de créer tout ça vers la fin. Donc, c'est 5 étapes et je tenais sur 5 ans. Donc, on voit que ma thèse, ça a été sur ces 5 années-là que j'ai pu faire les différentes étapes. Ça a l'air très carré, ça a l'air très clair. Ça ne l'était pas. Il y avait beaucoup d'itérations à travers tout ça. Je pense que c'est nécessaire à travers ces composantes-là. Vous le savez, en recherche, on a peut-être un objectif, ça va se faire en 1 an et demi. Si ce n'était pas le cas, c'est correct, on a appris. Donc, première étape, on voulait élaborer une série de cas. Donc, je vais toutes les définir un peu plus en détail. On a des séries de cas de base et un système de cotation pour évaluer les 11 compétences. On a validé les différents cas avec des experts. On a créé des cas alternatifs que je vais vous montrer un peu ça ressemble à quoi, ces différents cas-là. On les a aussi également traduits en français. Vu qu'on a commencé tout en anglais, on les a traduits en français par la suite. On a créé la plateforme, donc l'intégration-là sur la plateforme en ligne MC4. Et par la suite, on a réalisé des évaluations initiales de validité interne auprès d'échantillons d'étudiants universitaires. Là, ici, c'est sur 24 étudiants que je vais vous présenter, mais on est déjà rendu à la 3e cohorte
où on a fait on est rendu à près d'une centaine d'étudiants qui ont évalué. Et présentement, on a commencé aussi d'autres étapes de validation. Donc, avant de débuter la création des cas, on voulait savoir, on a demandé à des médecins au niveau canadien, mais quels étaient les problèmes qu'eux pouvaient identifier au niveau des comportements de santé, donc. Et on a pu voir que les 4 principaux problèmes de santé étaient le tabagisme, l'adhérence à la médication, l'inactivité physique et la mauvaise nutrition. Donc, c'était ces 4 composantes-là qui ont été ciblées à travers un questionnaire en ligne pour des médecins spécialistes. Il y avait des cardiologues, il y avait des pneumologues, des internistes et des médecins généralistes qui ont identifié que dans leur pratique, c'était les comportements de santé qui étaient les plus problématiques. Donc, nous, on a pris cette information-là et on s'est dit, bon, parfait, ça reste que c'est des comportements qu'on va pouvoir aborder par la suite dans la création des cas. Et c'est ce qu'on a fait. Ici, c'est une manière de représenter les cas dans un document Excel qui était afin de standardiser le tout. Donc, on mettait, par exemple, ici, c'était Béatrice pour le cas ici, où c'était spécifiquement pour un type de médecin. On avait le comportement de santé qui était l'activité physique et l'inactivité physique, en fait. On avait les différentes descriptifs de ces maladies chroniques, son âge, son sexe. Et par la suite, on écrivait, exemple, la première ligne d'introduction du patient, qui était une ligne qui était d'ouverture sur une problématique en lien avec les comportements de santé. On a aussi on a voulu varier que ce soit sexe, âge, ethnicité, background, tout ça, le poids, bref, on a voulu avoir quelque chose qui était le plus diversifié possible, qui représentait également la population canadienne. Donc, on avait ce bassin-là. Bien évidemment, c'était basé, comme vous voyez, avec des avatars. Donc, ce n'était pas des humains, ce n'était pas des photos. On a décidé d'avoir des avatars. Pourquoi? C'était un peu plus facile de venir jouer par la suite pour la création, que je vais vous montrer, de l'outil. Et par la suite, ce qu'on faisait, on créait des choix de réponse. Ces choix de réponse-là, c'était du meilleur au moins bon en lien avec la communication motivationnelle. Lorsque c'était le meilleur, souvent, ils étaient associés avec plus de compétences. Donc, on voit ici les 11 compétences qu'on avait ciblées au niveau de la communication. Le 1, ça veut dire que c'est présent. Donc, ça veut dire que nous, dans l'équipe, on l'a identifié. Et après validation avec des experts, ça a été également, ça va potentiellement être validé à savoir est-ce que oui ou non, ça représente ça. Et après ça, il y avait une réponse du patient selon I know it's important. Je voulais juste justement voir si c'était quelque chose de joindre un centre d'entraînement, ce n'était pas quelque chose qui allait fonctionner pour moi, par exemple. Donc, il y a toute cette discussion-là qu'on a pu créer à travers tout ça. Donc, on a créé ça pour les 4 cas de base. Mais là, par la suite, on voulait voir, mais qu'est-ce qu'en était au niveau de sa validité de contenu? Et on a justement sondé des experts internationaux pour voir, bien, est-ce que notre classement de 1 à 5, donc du meilleur au moins bon, était correct selon vous? Et par la suite, est-ce que les compétences identifiées étaient des bonnes compétences et qu'est-ce qui pouvait être changé? Donc, on leur donnait l'option de faire justement cette identification-là et nous, on les comparait avec ce qu'on avait fait. Et on peut voir que le premier classement, il y avait peut-être une problématique, donc c'était bien, donc bien est égal, ça veut dire que c'était pareil à nous. Acceptable, ça veut dire que c'était un écart de classement de plus ou moins 1 et faible, c'était plus ou moins 2 et plus. Et qu'on voyait que les compétences n'étaient pas super bien identifiées. Donc là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a repris ces résultats-là, on a retravaillé les cas, on a fait 22 modifications dans les 4 cas pour que ce soit au niveau de l'ordre, changer les différentes phrases. Une des choses qui est importante, c'est au niveau des différents cas, c'était en moyenne 6 à 7 échanges entre un médecin et un patient. Donc, ça donnait des cas qui étaient habituellement de 5 minutes au niveau de l'interaction entre un médecin et son patient. Donc, après les modifications, on a pu voir qu'à la deuxième validation, on a redemandé la même chose. On a pu voir que le classement était énormément amélioré, donc on était quand même très bien, on était satisfait. On s'attend à avoir quand même une certaine divergence entre les différents cas, mais ça reste très bien. Puis au niveau des compétences, même chose. Donc, on était satisfait de ce résultat-là et c'est par la suite qu'on a pu justement créer des nouvelles versions. Donc, comment on a procédé? L'objectif, c'est qu'on vient de créer 4 cas de base où les experts avaient dit, c'est parfait, l'ordre
des choix de réponse et aussi les différents compétences identifiées étaient bonnes. Mais là, maintenant, il faut en recréer des nouveaux pour avoir une base de cas qui est un peu plus grande. Donc, on reprenait par exemple le cas 1 et on identifiait des sections qui pouvaient être modifiées, changées, sans altérer le contenu et les différents éléments qui étaient intégrés au niveau du changement de comportement. Fait qu'on pouvait changer, par exemple, le sexe, le comportement cible, etc. Donc, on a voulu faire ça. Et là, par la suite, on a justement changé. On a fait ce 4 cas-là. On est rendu à 16 cas en français et 16 cas en anglais par la suite. Donc, c'est un processus qui a été quand même fastidieux de révision pour s'assurer qu'on gardait les cas les plus conformes possibles. Et ça a été quelque chose qu'on a pu faire à travers ça. Avec ces 4 cas, avec tous ces cas, c'est par la suite qu'on a créé cette plateforme-là en ligne qui est la plateforme MC4. La manière qu'elle fonctionne, cette plateforme-là, c'est une plateforme où que les personnes vont se connecter. Ils vont voir, par exemple, ici, Henri s'affiche avec toute l'information qui se retrouve dessus. Et par la suite, Henri, comme on peut voir sur l'écran, va dire un sujet. Il va y avoir de l'audio qui va être par-dessus le tout. Et le médecin, par la suite, va devoir, avant de faire le choix de réponse, comme on peut voir dans le troisième cas ici, va devoir écrire sa réponse pour répondre à Henri. Là, ici, c'est Nathalie, mais je vais parler de Henri. Et comme ça, nous, on crée du contenu éventuellement pour, ce que je vais vous dire plus tard, pour créer un système qui va pouvoir être capable de repérer les différents types de réponses que des médecins peuvent avoir dans ces contextes-là, pour qu'il y ait une base de données, et éventuellement, qui sait, et là, je vous lance un petit cue, mais pouvoir intégrer le machine learning à tout ça pour que ça se fasse automatiquement et qu'il y ait un système qui puisse apprendre et avoir des réponses qui soient automatisées aux médecins face aux patients et que ça ne soit pas déjà préétabli par nous, ce qu'on va créer. Donc, les médecins passent à travers les 4 cas pour avoir une évaluation complète. Ça dure environ entre 20 et 30 minutes. Et par la suite, ils ont un score pour les différentes compétences, un score global. Et c'est comme ça qu'on peut évaluer les médecins à travers cet outil. Après l'avoir créé sur la plateforme, nous, on a voulu faire un test, puis la compagnie, justement, en User Experience Artive Research, nous a aidé à pouvoir faire ça et à créer les différents types de questions. Donc, on a demandé à des étudiants, des professionnels de la santé, des experts en changement de comportement, comment c'était au niveau de la clarté des instructions et des différentes tâches. Est-ce que c'était la navigabilité de la plateforme? Est-ce que le synchronisme entre les informations audio et vidéo? Parce qu'on le faisait à l'interne, mais ça reste que des fois, il y avait des petites problématiques à ce niveau-là. Il fallait qu'on fasse peut-être des itérations. Et l'acceptabilité de la durée de l'évaluation. Est-ce que c'est acceptable pour eux? Là, bien sûr, il y a des limites ici. On n'a pas seulement ciblé des médecins. Et vraiment, ici, c'était les médecins qu'on ciblait. Et à savoir, est-ce que 20 minutes ou pas, c'était trop? On a pu voir dans la littérature que des rencontres avec des médecins patients spécialistes pouvaient durer des fois entre 5 et 10 minutes. Donc, c'est très, très court. Donc, on s'est dit que si ça durait pour 4 évaluations, entre 20 et 30 minutes, c'était relativement abordable. Mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire évaluer par la suite. Donc, avec ce résultat-là, on a pu voir qu'il y avait plusieurs commentaires au niveau de la clarté des instructions des différentes tâches et également du synchronisme. Et c'est par la suite qu'on a fait justement ces modifications-là avec la compagnie 42 Comet pour voir dans la plateforme pour changer toutes ces composantes-là. Et en faisant ces différentes composantes-là, c'est par la suite qu'on a pu avoir la plateforme qui était première version MC4 numéro 1 terminée. Là, par la suite, on voulait voir, est-ce qu'il y a une validité autour de ces composantes-là? Est-ce qu'on a fait des nouveaux cas, par exemple, qui étaient comparables avec les cas de base, qu'on peut dire, ou pas? Et ce qu'on a voulu faire, c'est faire une analyse de cohérence des cas. Donc, est-ce que, par exemple, on a notre cas A de base, est-ce que les autres cas qu'on a créés, par exemple le A, 2, 3, 4, ont tenu, ici avec un échantillon de médecins, d'étudiants universitaires dans le domaine de la santé, des scores qui étaient similaires. Parce qu'on s'attend à ce que les personnes répondent habituellement la même chose, puisque c'est les mêmes cas, la même structure. Là encore, il y a plusieurs variables à prendre en compte, dont les compétences des différentes personnes, mais l'objectif, c'était des moyennes, donc on s'attend à ce que les moyennes soient quand même comparables. On a pu voir qu'il n'y avait pas
c'est un échantillon qui est très petit, donc il n'y a pas de différence significative entre les différents scores, par exemple, de compétences pour les 4 cas. Même chose pour au niveau des choix de réponse, donc le ranking, qui n'était pas non plus différent, même si l'écart type est énorme, et ça, c'est parce qu'on a un petit échantillon. On s'attend à éventuellement avoir un 200, 300, 500 personnes pour pouvoir faire des analyses qui vont être plus concluantes. Donc, ici, on parle de temps 1 parce qu'on les a fait passer l'outil avant un cours qui était en lien avec les compétences. Et on peut voir qu'à travers les différentes compétences, les différents choix de réponse, il y a quand même un alpha de Cronbach qui était de 0,78, qui est relativement bon. Et au temps 2, 0,80, donc on reste quand même dans la même chose. Et on voit que même si les scores, comme on peut voir, qui ont quand même augmenté un peu, au temps 2, ça reste qu'il n'y a pas de différence significative, même si l'écart type est énorme, au niveau des différents types de compétences également et tout ça. Il y a plusieurs limites ici dans ce que je vous présente au niveau des données. Ça reste que présentement, on travaille sur l'analyse de données avec un échantillon qui est le quadruple de ça pour vraiment venir s'assurer que le tout. Et éventuellement, ce qu'on veut faire également, c'est venir comparer la passation, et c'est la prochaine étape, comparer la passation d'un test comme celui-ci avec un enregistrement audio d'un médecin pour justement comparer s'il y a une convergence ou pas entre les scores de l'outil et les scores d'un expert qui va pouvoir coter le médecin sur ses compétences filmées avec un patient. Donc, des implications cliniques sont quand même assez importantes ici, que ce soit par le fait que c'est un outil qui est quand même, on peut adapter, que ce soit au niveau du type de procès de la santé, les différents comportements de santé aussi, partout dans le monde parce que c'est sur une plateforme en ligne. Présentement, il y a une validité et une cohérence entre les cas qui est relativement bien. On s'attend à vouloir augmenter tout ça. Il va y avoir bien sûr des itérations dans les prochaines années pour pouvoir s'assurer que le tout est bien. Et maintenant, on a justement créé un programme qui s'appelle le programme Motivator, qui est l'idée par une doctorante qui est Brigitte Voisard, qui, elle, va justement venir combiner, va venir former des médecins sur ces 11 compétences-là qui vont pouvoir être évaluées avec l'outil MC4. Donc, on voit qu'il y a quand même ces complémentaires-là qui étaient justement une problématique dans la littérature. Et éventuellement, l'objectif, c'est d'améliorer les compétences en communication motivationnelle des médecins, puisque c'était une lacune pour garder un système de santé en bon état, réduire les niveaux d'hospitalisation éventuellement également pour ces patients-là qui ne vont peut-être pas adhérer ou peut-être pas changer leur comportement, qui vont les mettre plus à risque. Et souvent, c'est des personnes qui ont une comorbidité qui est très élevée avec plusieurs problématiques au niveau de la santé. Donc, pouvoir réduire ça, d'amener ce style de communication-là éventuellement aussi aux médecins, c'est un des objectifs aussi. Et les prochaines étapes, c'est d'essayer de rendre cet outil-là un peu plus indépendant, qui va moins dépendre de nous et de notre création, qui va être capable d'intégrer peut-être la reconnaissance vocale et visuelle, mais également de l'analyse du contenu écrit à travers la plateforme pour pouvoir justement donner des réponses qui vont être plus spécifiques aux médecins, donner aussi une amplitude puis la chance aux médecins de s'exprimer de manière un peu plus réaliste que de donner des choix de réponse parce que peut-être que c'est en dehors de ce qu'eux répondraient. Donc, c'est vraiment les prochaines étapes à faire qu'on veut vraiment faire. Ici, ça résume, puis si vous voulez, puis ça va être accessible, mais c'est l'étude qui va justement, au niveau de la validation de l'outil, qui a été faite, qui a été publiée avec les 5 étapes. C'est accessible vraiment, c'est en libre accès si vous voulez avoir plus d'informations sur ce projet. Et il y a plusieurs études qui sont présentement en cours de rédaction pour finir justement le vue d'ensemble du programme Motivator qui est l'idée par Dr. Kim Lavoie et Simon Bacon au lab de MBMC. Et merci beaucoup. Je suis vraiment ouvert pour toutes les questions. J'ai couvert beaucoup de choses. Ça peut être des fois, c'était un peu technique. S'il y a des questions, je suis vraiment ouvert. Je remercie les fonds. Comme je vous l'ai dit, c'est un projet qui était au niveau de mon doctorat. Est-ce que je continue à collaborer dessus encore avec l'équipe de Kim et Simon, même si maintenant je suis en Colombie-Britannique, où je travaille
dans un sujet un peu connexe, juste pour faire une petite parenthèse, où on veut justement réduire les symptômes dépressifs en utilisant des applications numériques chez les professionnels de la santé. Donc, on travaille présentement, on a déjà fait un essai randomisé pour voir qu'est-ce qu'il en était au niveau de l'utilisation des outils mobiles pour réduire les symptômes dépressifs chez les professionnels de la santé. Donc, éventuellement, vous allez pouvoir avoir accès à cet article où on a fait ça avec plus de 300 professionnels de la santé. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et vraiment, je suis ouvert à toutes questions, commentaires et prêt pour la discussion avec vous. Merci à vous, c'est extrêmement intéressant, très riche d'informations. Des questions de la part de l'audience? Donc, je peux lancer la balle avec une question. Sylvie, est-ce que tu as une question? C'est pour ça que tu as allumé ta cam? Non, c'était juste pour le remercier de sa belle présentation. J'étais Ouais, voir ouais. le travaux qui étaient faits. Oui, Merci tu avais beaucoup. parlé à un moment donné à intégrer l'apprentissage automatique ou l'intelligence artificielle au niveau de communiquer avec un médecin virtuel? En fait, c'était dans l'objectif d'intégrer cette composante dans l'outil elle-même. Donc, comment on pourrait intégrer cet apprentissage-là à travers, par exemple, lorsque le médecin va taper, écrire une réponse à l'ordinateur ou il va parler et on va pouvoir être capable d'utiliser ces données-là pour avoir des réponses qui vont être plus spécifiques pour lui face à son discours qu'il va avoir. Donc, c'est comme ça qu'on aimerait, je sais que ce n'est pas demain, mais c'est dans un objectif quand même à Ouais. moyen, long Mais terme. dans cet outil, il n'y a pas déjà d'intelligence artificielle, par exemple, pour accélérer la recherche d'une réponse, parce que j'imagine la base de données de réponse est énorme. Présentement, c'est déjà prédéterminé, donc c'est vraiment comme un arbre décisionnel. Donc, OK. si une personne répond telle réponse, il va y avoir une telle réponse du patient. Il n'y a pas encore cette composante-là. On aimerait éventuellement qu'il y ait plus cette flexibilité-là au niveau de... Mais non, ce n'est pas encore intégré. Mais est-ce que tu as une idée sur le défi côté conceptuel pour intégrer ça? Ou est-ce que Euh, c'est juste il, il- il faut embaucher un ingénieur et implémenter ça? c'est Un une ingénieur très bonne question. logiciel? Il y a des collaborations, entre autres, avec Dr. Simon Bacon, avec l'ETS, et je sais qu'il y a eu avec Éric Granger une co-chaire de recherche en intelligence artificielle et en comportement et en behavior change. Et avec cette chaire-là, éventuellement, c'est sûr qu'il va y avoir des projets qui vont pouvoir peut-être mixer, intégrer cette composante-là. Je ne sais pas au niveau de la complexité, je suis un peu hors de mon champ de domaine. Je pense que ça peut se faire relativement bien. C'est plus à savoir c'est quoi la fidélité de ce type d'outil-là présentement qu'on pourrait intégrer, la facilité qu'on pourrait le faire et aussi à quel point on va avoir des résultats qui vont pouvoir être reproductibles. Puis, donc, ça reste beaucoup à voir, je pense, à ce niveau-là. Mais on est encore, je pense, dans une phase qui est relativement nouvelle pour ça. Il y a des projets qui se font un peu pour voir comment on peut intégrer la reconnaissance visuelle puis vocale pour voir comment on peut optimiser l'outil. Mais ouais, on est rendu là pour ça. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions de l'audience? Parce que moi, je deviens un accro à ChatGPT. Que je lui pose des questions, qu'il répond. Il se trompe très rarement. Donc, il se trompe une fois pour cent. Des fois, elle ne donne pas la bonne réponse que je cherche. Elle donne une réponse correcte, mais pas la bonne. Ouais. Quand il y a plusieurs réponses. Mais pour le côté médical, je lui ai posé des questions très simples et il a répondu correctement. Pour des Ouais, je problèmes pense, mathématiques, ouais. ouais, pour des. Je ne connais pas toutes les limites de ChatGPT. J'ai testé un peu à savoir la création, que ce soit la création de petits résumés d'articles ou de trouver des articles, des choses comme ça, que là, ça peut être problématique parfois parce que c'était des références qui étaient inexistantes des fois qui Ouais, c'est ressortaient. ça.
Mais sinon, des fois, c'était une des problématiques que je trouvais, c'était le volet qui était un peu déshumanisé. On sent qu'il n'y a pas cette composante humaine derrière les réponses. Puis on Ouais. s'attend à ça, clairement, mais on le sait tout de suite que c'est pas il manque de profondeur dans les réponses. On fait juste du survol souvent lorsqu'on va répondre Ouais. ou faire des questions. Mais encore là, c'est à savoir l'objectif de l'utilisation. Si tu n'as pas besoin de savoir puis d'aller plus en profondeur, c'est Non, parfait. non, C'est un c'est outil ça. qui peut être utilisé. Ouais. Je Ouais, présente. c'était ça ma question. Donc, votre objectif, c'est que l'outil soit une sorte de chat GPT très spécialisé dans la communication comportementale, c'est ça? Dans la communication entre médecins et clients En fait, c'est que l'outil soit capable d'évaluer et de modifier, par exemple, les réponses du patient un peu selon ce que le médecin va dire et dans une optique de vouloir évaluer les compétences en communication motivationnelle. C'est ça l'outil, là. On veut évaluer les Hmm. compétences toujours. Donc, ça reste qu'il faut intégrer ces normes ou ces compétences-là comme étant les compétences standards qu'on veut. Mais lorsqu'il y a, par exemple, une réponse qui n'est pas en lien avec tes compétences, on s'attend à ce que le patient réponde d'une manière qui est pas dans l'optique d'un changement de comportement. Donc, exemple, on demande à un patient, on leur dit ah, mais c'est facile d'arrêter de fumer. Tu as juste à prendre une cigarette électronique, puis il y a des gommes, tout ça, c'est très facile. On s'entend que si un médecin dit ça à son patient, il y a une réponse qui peut être très défensive du patient qui va être ah, OK, mais c'est pas si facile que ça pour moi. Il y a cette composante-là qui va devoir être intégrée dans le discours, puis comment on va être capable de repérer justement ces différentes compétences-là dans les discours du médecin. Ça va être également quelque chose qui va être à voir. Mhm. Un autre exemple qui me vient en tête, c'est l'activité physique, par exemple. On s'attend tout à. Bon, mais pour faire l'activité physique, prenez juste votre vélo ou allez à la salle d'entraînement. Mais si c'est quelque chose que le patient n'est pas prêt à faire ou ne veut pas faire ou peu importe, il a bien beau avoir tous les beaux plans du monde, il faut que ça soit fait en collaboration avec le patient. Il faut que le médecin soit capable de poser des bonnes questions pour être capable de repérer cette OK. idée-là, Oui, je comme vois. par Donc, exemple le défi est vraiment dans votre domaine qui est les sciences la comportementales. communication et Ouais, le comportement. Ouais, ouais. ouais, Ouais, ouais. parce Puis de, qu'implémenter ça, une fois qu'on connaît comment faire, implémenter ça, ce n'est pas, je ne sais pas là, mais peut-être parce j'ai- qu'il y a une infinité de questions et de réponses, à implémenter, ça devient un défi. ouais, c'est une très Ouais. bonne. Le défi, je m'attends à ce qu'il soit quand même présent, mais j'ai aucune idée à quel point il va Oui, être. OK, Ouais, j'ai pas très cette bien. intensité-là. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et pour peut-être faire du pouce, puis on parlait de l'utilisation du numérique, là, ici, c'est pour évaluer. Euh, une des, un des éléments qu'on a pu repérer également, c'était est-ce que, comme dans plein de situations, est-ce que les professionnels de la santé sont en état? Est-ce qu'ils sont présentement en état santé psychologique ou en état psychologique pour être capable d'intégrer ces styles de communication-là également? Parce qu'on s'attend, c'est comme si on avait comme pris pour acquis que les médecins, ils veulent changer de comportement. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être facile non plus. D'un, il y a Ouais. le fait qu'il faut leur être capable de leur démontrer qu'un comportement a changé. D'un, parce qu'on change le comportement des médecins pour qu'eux changent le comportement des patients. C'est comme un effet en Ouais. chaîne. Et on voyait également que c'était présentement avec la COVID et même un peu avant, le système de santé, il y avait beaucoup de personnes, que ce soit infirmiers, médecins, tout ça, qui ressentaient cette détresse-là, cet épuisement professionnel-là, et il n'était peut-être pas si apte que ça de changer leur style de communication. Donc, il y a quand même un travail qui est à faire, puisque je peux faire présentement pour améliorer ou aider les professionnels de la santé pour réduire ça, pour être capable après ça de changer leur comportement. Là, c'est d'autres, jamais plein de problématiques à travers tout ça, puis d'autres composantes, là, mais c'est quelque chose qui est à prendre en compte quand même au niveau du changement de comportement des médecins.
ce qu'ils sont ouverts à ça aussi. Puis on le sait qu'ils sont ouverts, ils savent que c'est important, mais après ça, il faut juste leur mettre ça sur un médium qui est accessible. Puis c'était pour ça qu'on a voulu faire ça en ligne, qui est accessible, il y a moins de temps pour le déplacement et tout ça. Et que ce soit le plus Question de similaire curiosité, également à la est-ce qu'il pratique. y a des simulateurs pour tout ça? Ou est-ce que c'est vraiment par des questionnaires, des statistiques, des Il y a questions de méthodologie? Est-ce qu'il y a un simulateur énorme qui peut simuler le comportement et la manière de communiquer, etc. Ou est-ce que ça n'existe pas, ça? il y a des simulateurs qui vont, au niveau de la réalité virtuelle, par exemple, qui va simuler Ouais. des opérations, il va des interactions avec des personnes. De Mhm. plus en plus, on voit des simulateurs qui vont intégrer le volet relationnel, mais encore là, c'est souvent dans un contexte de pratique, tout ça. Il n'y a pas le volet évaluation, il n'est pas toujours non plus fait. Tu sais, comment évaluer avec un simulateur la manière que le médecin va exprimer son empathie? C'est quand même une problématique qui peut être. Puis après ça, comment on peut se centrer ou voir l'ambiguïté? C'est des choses aussi qui est à voir puis qui sont travaillées, par exemple, avec dans le laboratoire de Dr. Bacon puis Lavoie. Donc, ils veulent voir comment on peut justement utiliser ces compétences-là puis comment on peut les évaluer dans un contexte virtuel ou de jeu sérieux comme on est en train de faire un peu. Fait que, c'est des tests qu'on doit faire pour voir aussi des validations. Oui, exactement. Donc, il y en a Très des bien. simulateurs, mais c'est beaucoup Ouais. technique. Très bien. Merci beaucoup encore. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, merci beaucoup. Plaisir. Ça me fait vraiment un très gros plaisir. N'hésitez pas à m'écrire. Puis, si vous avez des questions ou personnellement, je suis très ouvert. Puis, très content d'avoir présenté aujourd'hui. Merci. Bon après-midi. Merci.